Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs, et j'accueille Xavier Iacovelli. Bonjour Xavier. Bonjour. Je ne suis pas sûr d'avoir bien prononcé votre nom. Iacovelli. Je l'ai bien dit? Tout à fait, c'est parfait. Vous n'avez rien à poser? Vous n'avez pas une... Je vais poser mon téléphone. Allez-y, prenez. Si vous voulez prendre un verre de jus d'orange, évidemment, une chouquette. Moi, je suis très très heureux de vous accueillir. Vous êtes sénateur alors, du groupe Territoire et Progrès? Non, alors je suis sénateur, je suis vice-président du groupe RDPI. RDPI, qui est le groupe de la majorité, LREM, la majorité présidentielle. Et à l'intérieur de la majorité présidentielle, il y a différentes sensibilités. Et je suis délégué général de Territoire de Progrès, qui est le parti social-démocrate présidé par Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics. Exactement. Et le groupe LREM au Sénat est présidé, si je ne m'abuse, par François Patria. Tout à fait. Un petit mot, parce que votre parcours, il est quand même sacrément original, votre parcours. Vous avez été un sportif de haut niveau. Ouais. Champion de 400 mètres haies. 400 mètres haies. Et puis, vous avez par ailleurs suivi un cursus hôtelier. Vous avez fait une formation. Vous êtes devenu, même à un moment donné de votre carrière, traiteur. Vous avez tenu un resto. Vous êtes parti à New York. Attendez, à quel moment vous avez choisi entre toutes ces villes-là? Comment ça s'est passé? Parce que sportif de haut niveau, c'est quelque chose qui vous a beaucoup intéressé. Parce que j'ai vu que vous aviez fait des formations, vous vouliez devenir un encadrant, quoi, prof. En fait, moi, je voulais faire sport-études quand j'étais athlète moi-même. Je voulais faire sport-études et mes parents, qui étaient eux-mêmes des anciens athlètes et mon père était entraîneur national, ne voulaient pas que je fasse sport-études parce qu'ils ne voyaient pas le débouché dans une potentielle carrière. Et donc, c'est pour ça qu'à l'âge de 15 ans, ils m'ont proposé d'intégrer l'école hôtelière de Paris pour avoir un métier, en fait. Et donc, ça, c'est les parents qui disent ça. Bon, écoute, c'est mes parents tu vas faire un métier, quoi. Voilà, en gros, il fallait trouver un métier. Et donc, comme j'aimais la restauration, j'aimais à la fois manger et faire la cuisine, on m'a dit, pourquoi tu ne fais pas l'école hôtelière? Et donc, j'ai fait un bac et un BTS hôtellerie-restauration à l'école hôtelière de Paris. Un métier qui m'a passionné, que j'ai découvert du coup à l'école, mais qui m'a passionné. Et voilà, donc j'en ai fait mon métier jusqu'en 2015. J'ai continué le sport en étant étudiant. Lorsque j'ai créé ma première société à 21 ans, et j'ai continué ma carrière sportive à côté jusqu'en 2008, où la politique a pris le dessus, en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'ensuite vous vous engagez, je crois, à Suresnes, en tout cas dans les Hauts-de-Seine, et vous vous engagez dans la vie politique, là, vraiment de plein pied, au Parti Socialiste, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui vous a laissé le sport? Alors, ne jamais refuser l'obstacle. Ça, c'est le cas de le dire. Voilà, pour un hurdler comme je l'ai été, pour moi, c'était important. Et donc, je ne refuse jamais un combat politique. Et généralement, je vais jusqu'au bout de ce que je peux faire. Et donc, je n'arrête pas avant la ligne d'arrivée, si vous voulez. Pour reprendre une métaphore sportive. Et donc, je pense que le sport m'a appris ça, l'envie de faire. En fait, l'envie de faire et d'aller jusqu'au bout et de ne jamais refuser les obstacles. Oui, c'est ça, en fait, qui m'a apporté, que le sport m'a apporté beaucoup dans ma vie politique. Mais moi, mon premier engagement politique, en fait, il date de 2002. Donc, à la fois, je revenais des États-Unis où j'avais eu ma première expérience professionnelle à New York, dans une situation un peu compliquée puisqu'on était dans la période des attentats. Bien sûr. Ville meurtrie. Voilà, très, très compliqué. Et je rentre en France en 2002 et à l'âge de 21 ans, je vais pour mon premier scrutin, mon premier vote, parce que je n'avais jamais voté avant, et donc je n'avais jamais pu voter avant, et je vote pour l'élection présidentielle le 21 avril 2002. Et Jacques Chirac au deuxième tour. Jacques Chirac au deuxième tour. Alors ça, c'était moindre mal, mais c'était surtout Jean-Marie Le Pen au second tour, qui pour moi a été un électrochoc et qui m'a poussé à l'âge de 21 ans d'avoir mon premier engagement politique. Et 20 ans plus tard, l'histoire bégaye. Et 20 ans plus tard, c'est exactement ça. L'histoire bégaye, et elle bégaye encore plus violemment parce que on a banalisé maintenant l'arrivée du Front National au second tour. Ce qui n'était pas le cas en 2002, où on était tous dans la rue pour dénoncer l'arrivée du Front National. Il y a des questions dans notre émission, 3 questions posées par G-Collect et le Collège de Paris, puis une question politique sur ce que vous aimeriez changer. Mais un mot quand même, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur un triptyque, vous n'êtes pas sur 2 pieds. Il y a le sport qui vous a beaucoup nourri, on l'entend, la politique évidemment, mais aussi le monde de l'entreprise, l'entrepreneuriat. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui, peut-être que vous allez me dire le contraire, mais que c'est l'entreprise qui est en train de prendre finalement tout l'espace, même l'espace régalien qui était dévolu à l'État. Tout doucement, c'est l'entreprise qui est en train de prendre en charge la santé des salariés, presque ses vacances, son bien-être. Auparavant, c'était l'État qui se chargeait de tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça
un peu une prise de pouvoir de l'entreprise par la force des choses, par la crise Covid, et que finalement, même les jeunes, quand on les sonde, disent l'État, je le mets assez bas, moi. Mais en revanche, ce que je mets très haut, c'est l'entreprise. Elle a pris beaucoup de place. Peut-être que l'État aussi a délégué au monde de l'entreprise un certain nombre de sujets. Vous parliez de la santé, mais il y a aussi le pouvoir régalien. L'État qui est là aussi pour assurer un certain nombre de régulations, on va dire, sur le monde de l'entreprise. Quand on parle, par exemple, de l'égalité femmes-hommes, qui pour moi est un sujet primordial, lorsqu'on crée l'index de l'égalité, où on se rend compte que 70% seulement des entreprises aujourd'hui répondent et publient cet index de l'égalité femmes-hommes. Remis en mars. Et que seulement 56% répondent aux critères d'éligibilité de cette égalité. Donc on voit bien qu'il y a encore du travail à faire et que si nous n'avons pas le pouvoir politique qui poussait aussi le monde de l'entreprise à assurer un certain nombre d'égalités, l'égalité salariale. L'entreprise elle-même ne le ferait pas, c'est ce que vous dites, elle n'aurait pas la capacité de pouvoir se réguler. Il y a toujours des entreprises vertueuses, c'est comme des politiques, il y a toujours des politiques vertueuses, des collectivités aussi vertueuses, mais je pense que le fait d'avoir un cadre, que l'État soit là pour réguler et impulser une dynamique et une politique, c'est son rôle, et ensuite c'est effectivement le monde économique qui met en place ce qui a été décidé par les parlementaires. Là, vous êtes aujourd'hui sénateur, vous êtes un homme politique. Dans 25 ans, vous voyez toujours un homme politique ou vous voulez repartir dans une entreprise de la restauration, acheter un hôtel quelque part loin? Comment vous voyez? Parce que votre parcours est très original. En fait, comme vous l'avez dit, moi j'ai eu plusieurs vies et moi je suis un passionné. En fait, donc quand il y a un nouveau projet qui se présente à moi, j'y vais à fond. Et donc si demain on me propose un nouveau projet, j'irai à fond. Mais c'est vrai que pour moi la politique c'est une passion. Je le fais avec passion. Et donc du coup aujourd'hui je ne me lasse pas de faire, d'être au Sénat. Vous êtes heureux dans ce que vous faites, en tout cas. Je suis complètement heureux. Mais comme j'ai été particulièrement heureux quand j'étais chef d'entreprise, comme j'étais heureux lorsque j'étais entraîneur d'athlétisme. Ou compétiteur moi-même. Enfin, oui, mais c'était pas mon métier pour le coup d'être compétiteur, mais j'en vivais pas malheureusement. Mais voilà, si vous voulez, je fais toujours les choses que j'ai envie de faire. Je n'ai jamais de contraintes en fait. Et c'est en fait un choix de vie, mais qui est plutôt agréable et que beaucoup peut-être m'envieraient. À nos limites. Mais à nos limites, c'est possible, je le veux, j'y vais. Ouais, tout à fait. Question G-Collect avec ce jingle qui est la FinTech du recouvrement éthique. Jingle et question. Xavier, vous avez choisi la deuxième question qui parle de la RSE, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, et environnementale, parce qu'il y a un vrai débat d'ailleurs. Certains disent que le E, il faut le changer en environnemental. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, comme mesure, comme incitation, comme amendement, comme proposition de loi sur ces questions RSE? Vous avez évoqué l'égalité femmes-hommes, qui est un des éléments de la RSE. Oui, moi d'ailleurs, ça, c'est votre combat. Ça, c'est un combat qui me paraît indispensable et que nous devons accentuer. Je l'ai rappelé tout à l'heure, seulement 56% aujourd'hui des entreprises répondent aux critères d'égalité salariale femmes-hommes. On voit bien qu'on a poussé aussi une loi dernièrement pour faire en sorte que les femmes aient accès aussi au fonds capital risque et qu'elles puissent aussi investir, parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a aucune femme, par exemple, présidente ou dirigeante du CAC 40, des entreprises du CAC 40. Une femme. Une femme, oui. Engie, il me semble. Exact, oui. Mais l'exception qui confirme la règle. C'est l'exception qui confirme la règle, et donc on ne devrait même plus être en capacité de se poser la question. Ça devrait être normal. Et donc il y a l'aspect social, et il y a l'aspect qui est très indispensable, et il y a l'aspect aussi environnemental qui est d'autant plus indispensable. Et je pense que dans la question de la transition écologique, qui est une question primordiale pour nos concitoyens, l'État doit faire beaucoup, mais l'État ne peut pas faire tout seul. Et donc les collectivités locales sont aussi partie prenante, et les entreprises doivent aussi participer à cet effort. Et donc la RSE, c'est aussi tout ça, c'est allier le social, l'environnemental et l'égalité de nos concitoyens. Question posée maintenant par le Collège de Paris, qui est notre partenaire. Collège de Paris, vous le savez, qui est une communauté d'écoles qui rend accessible l'excellence à tous. Jingle et question posée à Xavier Iacovelli. Vous avez choisi la question 3
et c'est une question qui tournait sur cette période Covid, qui a été éminemment compliquée pour les citoyens, pour les entreprises, pour l'État aussi évidemment, et puis pour l'homme politique que vous êtes. Comment vous regardez cette crise Covid-là? Elle est derrière nous, on est encore totalement dedans? Moi je pense qu'une actualité en chasse une autre. Et c'est vrai que la question de la guerre en Ukraine a chassé effectivement dans l'esprit des Français la question de la Covid. Et pourtant, la Covid est toujours présente. Aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui n'a pas perdu dans son entourage quelqu'un de la Covid. Et donc, je pense que ça nous aura marqué de toute façon et on aura toujours un avant et un après cette crise. Et moi, j'ai vu effectivement un gouvernement et une majorité présidentielle et une classe politique, allez, on va dire dans son ensemble, qui a joué le jeu et qui s'est dit il faut protéger les Français, il faut protéger les entreprises. Et donc, parce que protéger les entreprises, c'est aussi protéger les emplois. Donc, on a nationalisé, par exemple, alors j'utilise cette expression à dessein, mais on a nationalisé les salaires avec la question du chômage partiel pendant quasiment 18 mois, ce qui était inédit. Pour sauver les emplois et les entreprises. On a sauvé aussi les entreprises avec les fonds de solidarité, avec les PGE, avec aussi tout le soutien pour l'ensemble des entreprises. Et d'ailleurs, on l'a vu, quasiment aucune entreprise n'a fait faillite pendant cette période de crise. Ça va forcément, quand on sort des aides, on va avoir une régulation. Il y a un sujet, et il y a un vrai sujet. Et en même temps, ça fait partie de la vie économique, le fait qu'il y ait des entreprises qui ferment, qui réouvrent. Et donc, on va revenir à une normalité. Mais le quoi qu'il en coûte a coûté très cher aux finances publiques. Mais à sauver notre économie. Mais à sauver notre économie, à sauver des emplois, à sauver des vies. Et donc, moi, si vous voulez, si on avait à refaire ces choix, je soutiendrais à 200% les choix faits par le président de la République et le gouvernement, parce que je pense que c'était indispensable. Et d'ailleurs, on le voit avec nos voisins européens, on est le pays qui a quasiment le plus de croissance, qui a une relance la plus forte. Et c'est aussi parce qu'on a fait des choix importants de soutien à notre économie et aux salariés et aux ménages. Évidemment, il faut... Tout en, c'est quand même important, tout en maintenant une baisse des impôts très importante, puisqu'on a 52 milliards de baisse d'impôts sur l'ensemble du quinquennat, malgré la crise que nous avons vécue. Et une dette importante malgré tout. Et une dette importante qu'il faudra rembourser, puisque quand on est responsable politique, il faut aussi assumer le fait de rembourser nos dettes, mais qu'il faudra prolonger sur une durée plus longue que prévu. Les experts disent qu'en fait la dette ne se rembourse jamais. Enfin, vous nous dites que vous allez rembourser la dette, qu'on va rembourser. En tout cas, c'est l'engagement que le président de la République a pris. La dernière question, alors elle vous concerne très directement. Vous serez autorisé évidemment, et je vous invite à le faire d'ailleurs, à regarder cette caméra devant vous, et vous avez 1 minute pour répondre à la question de l'hémicycle. On termine, Xavier, avec la question de l'hémicycle. Si vous aviez une idée, une proposition, alors là je m'adresse aux sénateurs parce qu'ils font des propositions de loi, ils portent des textes, une proposition à souffler aux politiques. Écoutez, moi je suis engagé depuis le début de mon mandat sur la protection de l'enfance, sur l'enfance en danger et sur la jeunesse dans son ensemble. Et donc moi c'est une thématique qui m'est chère et je pense que à la fois il y a une volonté du président de la République et c'est inédit, c'est la première fois qu'on a un président de la République qui s'engage officiellement dans le cadre de la campagne présidentielle, mais aussi en amont de cette campagne sur la question de l'enfance, sur le fait que l'État doit assurer cette protection sur l'ensemble de nos enfants et avoir une politique transversale sur l'accompagnement de ces enfants, de la santé à l'éducation, en passant par la protection, et aussi sur l'insertion et l'emploi, et notamment avec le programme Un jeune, une solution, qui a été une vraie réussite et qui est vraiment une politique importante. Je pense aussi à l'apprentissage. Dans le métier dont moi je viens, c'était un sujet très important, et on a plus que doublé le nombre d'apprentis aujourd'hui dans notre pays. Et il faut continuer, accentuer ces efforts, parce que la jeunesse, l'avenir de notre pays, ça passe par la naissance, l'accompagnement dans les PMI, la scolarité et après l'insertion jusqu'aux 25 ans. Merci Xavier Iacovelli. Merci de nous avoir rendu visite pour cette émission On se dit tout. Puis nous on se retrouve évidemment très prochainement pour de nouvelles aventures. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.